Bonjour monsieur, Bonjour, comment désolé allez-vous? d'être un peu en retard. Je vous en prie, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Nous venons d'entendre vos deux communications et nous vous remercions de nous donner de votre temps pour répondre à nos questions. Avec plaisir. Donc, nous serons deux à vous poser des questions qui ont été écrites par nos amis pédiatres et ORL. La première D'accord. question qui nous a été posée, y a-t-il une relation RGO avec le mode d'accouchement ou le terme de l'enfant? C'est une bonne question, mais ça n'a pas vraiment été étudié. Il y a évidemment, on pense que le nouveau-né prématuré souffre plus souvent de reflux gastro-œsophagien, mais ça n'a pas vraiment été investi. Et personnellement, je crois que le mode d'accouchement joue probablement pas de rôle. Et si l'enfant est en général en bonne santé, qu'un prématuré ou à terme, si c'est un prématuré, après, je dirais 32, 33 semaines, que l'incidence de reflux gastro-œsophagien est quasiment la même. Deux questions, trois questions pour l'enfant qui est sous allaitement maternel avec un RGO. Oui, Serait-il judicieux d'arrêter le lait maternel pour donner un lait épicé? Non, jamais. non. Et avec ça, je veux dire, tout est toujours possible en médecine, mais ça devrait être vraiment la grande exception. Et donc, la vraie réponse est non, il ne faut pas faire ça. Bonjour, professeur, très ravi de vous avoir avec nous. Une question de Dr Zidane. Quelle est votre expérience entre le reflux et l'asthme mal contrôlé? Euh, il y a une association, ce qui veut dire que les enfants qui ont un asthme non contrôlé ont plus souvent du reflux gastro-œsophagien que d'autres enfants. De l'autre côté, euh, il n'y a pas de relation claire et nette entre ce reflux et les crises d'asthme. Donc, il y a une association, mais ce n'est pas du tout prouvé que cette association est causale et que le traitement de reflux, selon la littérature, n'a pas d'impact sur les rechutes des crises d'asthme. Et donc, probablement que ce reflux est plutôt secondaire à l'asthme que primaire. Et que donc le reflux est la conséquence des crises d'asthme et que ce n'est pas le reflux qui cause l'asthme. Merci beaucoup. Une autre question par le même médecin. Dr Zidane est le responsable du groupe de gastroentérologie. Est-ce qu'une œsophagite à éosinophile et peptique peuvent coexister ensemble? Oui, c'est pas impossible que ça existe ensemble. Et donc, c'est pour ça aussi que maintenant, dans la dernière définition de l'œsophagite eosinophile, ça doit être, ça doit pas répondre au traitement par IPP. Parce que parfois il y a une réponse. Donc la coexistence est certainement possible. Notre ami de Blida, Dr Mouzaoui, vous pose la question en cas de RGO alcalin. Quel est l'examen de choix pour faire le diagnostic et quelle est sa prise en charge? Si vous avez la possibilité, c'est l'impédance qui est la technique de choix. S'il n'y a pas de possibilité d'impédance, moi je mettrais en deuxième choix alors la scintigraphie et en troisième choix la radiologie. Et le traitement, c'est alors un traitement nutritionnel avec une alimentation épaissie si c'est pour des nourrissons et sinon quand même essayer
les prokinétiques, malgré qu'on sait que ça ne marche pas, mais c'est la seule chose qu'on a. Donc, le motilium. Alors, Une question qui... question, oui. Alors, quelle est la Les nourrissons durée? souffrant de paralysie cérébrale, y a-t-il une prise en charge spécifique pour réduire les régurgitations et protéger les poumons? Désolé, mais je n'ai pas compris le début. Les nourrissons présentant une souffrance cérébrale, une paralysie cérébrale. Y a-t-il une D'accord. prise en charge spécifique? Aclofène. Mais on sait que les enfants, ça c'est bien sûr un groupe spécial, que ceux-là ont un reflux très sévère, qui est souvent aussi un reflux acide. Donc, il faut voir si c'est reflux aussi acide ou pas. Si c'est acide, il faut traiter avec des inhibiteurs de l'acidité. Et sinon, c'est aussi traitement nutritionnel et positionnel qu'il faut essayer de faire chez ces enfants. Alors, il y a une question. Quelle est la durée minimale d'un examen à pH-métrie? Et la deuxième question, relation de la mort subite et le reflux. Oui, première question, idéal, c'est 24 heures. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'il y a au moins une bonne période où l'enfant dort et une bonne période où l'enfant est actif. Donc, je crois que 12 heures de sommeil n'est pas bon, mais 6 heures d'actif et 6 heures de sommeil est mieux parce que parfois il y a une grande différence entre sommeil et quand l'enfant est actif. Mais le plus proche de 24 heures est le mieux. Donc le plus long, le mieux. Et moins de 12 heures est certainement pas fiable. Relation reflux et mort subite, bonne question. Pour le moment, moi je dirais en Europe, en Belgique, je crois qu'il n'y a plus de mort subite. Ça fait des années qu'on n'en a plus vu ou quasiment pas. Et le reflux est toujours là. Donc, ça doit être... la relation existe. Des enfants qui font des apnées, des bradycardies, des arrêts respiratoires sévères sur reflux, mais c'est aussi très exceptionnel. C'est un tout petit groupe et en général, il n'y a pas de relation entre apnée et reflux parce qu'il y a beaucoup plus de reflux en position dorsale qu'en position ventrale et la position dorsale protège pour la mort subite. Donc, en général, pour les enfants, la grande majorité, il n'y a pas de relation. Merci. Docteur Kabouya, tu poses ta question? Oui. Moi, j'avais en pratique quotidienne chez nous, malheureusement, vous savez très bien qu'on a un problème de pH-métrie qui n'est pas de pratique courante. Et donc, du coup, quand on a un GERD, c'est-à-dire un reflux disease, maladie, alors, souvent, on donne des EPP et quand ça ne marche pas, on donne un hydrolysat extensif. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je ferais l'inverse parce que le reflux acide chez le nourrisson est assez rare, tout de même dans nos pays. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que les enfants boivent surtout du lait et le lait est un bon inhibiteur de l'acidité. Donc, un reflux en période postprandiale chez le nourrisson est quasiment jamais acide. Et donc, l'approche recommandée, c'est d'abord essayer une formule épaissie. Et si ça ne marche pas, un hydrolysat. Et je crois que si après 2 semaines, il n'y a pas de signe d'amélioration, il faut penser à autre chose. L'avantage, c'est aussi que les hydrolysats, ça n'a pas d'effet secondaire et que les IPP ont
plein d'effets secondaires et on met maintenant des prébiotiques et des probiotiques et des HMO dans les formules infantiles et puis on va détruire tout ça avec les IPP. Donc ça c'est certainement l'inconvénient des antiacides et en général ils sont utilisés beaucoup trop souvent. Il y a une autre question. Y a-t-il une place pour les probiotiques dans la prise en charge du reflux gastro-œsophage? Je ne sais pas si dans la pratique de tous les jours que ça marche, mais il y a la littérature, il y a des études qui montrent que, par exemple, le Lactobacillus reuteri accélère le vidange gastrique. Les Italiens ont démontré ça. De l'autre côté, les données de la littérature sont très, très limitées. Et personnellement, je ne sais pas si ça a vraiment un effet positif, mais de l'autre côté, ça n'a certainement pas d'effet négatif et ça n'a pas d'effet secondaire. Donc, je dirais plutôt pourquoi pas, mais sans conviction que ça va vraiment aider. Notre ami Dr Sba vous demande, est-ce qu'on connaît le temps d'exposition pour avoir une œsophagite peptique? Il faut plusieurs mois, plusieurs jours ou... Oui, on voit pas d'œsophagite peptique très sévère chez les nourrissons en général, mais il y en a. Donc, il faut quand même, je dirais pas 2 jours, mais après quelques semaines, on peut certainement voir une œsophagite peptique. Okay. Professeur Doarel, docteur Berada, vous demande quelle est la meilleure attitude thérapeutique pour la prise en charge du RGO avec des répercussions sur les problèmes tubaires engendrant des otites séromuqueuses. Oui, toute la question est s'il y a une relation entre reflux et les otites répétitifs. De nouveau, les études sont pas très en faveur pour une relation causale. Je sais qu'il y a de la littérature qui montre qu'il y a plus de pepsine dans le liquide derrière le tympan chez certains enfants avec des otites à répétition. Mais de nouveau, la preuve qu'un traitement de reflux améliore tout cela n'a jamais été délivrée. Donc, on est dans le stade d'association, mais pas de preuve qu'il y a une relation causale entre les deux. Et le seul mécanisme, à mon avis, qui devrait pouvoir marcher, c'est diminuer le nombre d'épisodes de reflux. Et de nouveau, on tombe sur le fait qu'on n'a pas vraiment de médicaments qui sont efficaces pour faire cela, parce que les inhibiteurs de l'acidité changent de reflux acide dans de reflux non acide. Mais il y a toujours autant de reflux. Et donc, on retombe toujours sur épaissir, jouer sur la position et on manque un bon prokinétique dans toutes ces situations. Donc, celui qui trouve ça a une fortune. On revient pour l'allaitement maternel, le RGO et allaitement maternel. Comment peut-on aider cet enfant? Est-ce qu'il y a un traitement? Est-ce qu'on doit épaissir le lait maternel? Je dirais, ça dépend un tout petit peu parce que il y a juste quelques jours, je viens d'avoir une maman en consultation qui tirait son lait et qui venait parce que l'enfant régurgitait beaucoup. Alors j'ai dit d'épaissir son lait qu'elle tirait de toute façon. Mais c'est pas quelque chose qui est recommandé à faire. Parce qu'on sait très bien que beaucoup de mamans n'aiment pas du tout faire ça et que c'est souvent une raison pour arrêt précoce de l'allaitement maternel. Donc,
pour les enfants qui régurgitent beaucoup sous allaitement maternel, c'est voir si la maman fait ça tout à fait bien, qu'elle tient l'enfant bien et traitement positionnel après avoir bu au sein. Et je crois que la seule chose qui est faisable pour essayer de diminuer les régurgitations. Parce que les enfants qui ont vraiment un reflux sévère sous allaitement maternel, qui grossissent pas bien, ça c'est quand même extrêmement exceptionnel. Est-ce qu'on peut avoir une œsophagite peptique chez un enfant qui ne vomit pas? Tout est possible en médecine. Mais de nouveau, ça va être extrêmement rare parce que pour de nouveau dire quelque chose extrême qui est peut-être pas vrai, puisque comme je viens de dire, tout est possible en médecine, mais moi je crois que le reflux occulte n'existe pas chez le nourrisson, parce qu'un œsophage d'un nourrisson, ça a 8 cm, maximum 10 cm de longueur. Ça peut contenir 5 millilitres de liquide. Et donc, avoir un reflux tellement sévère que ça cause une œsophagite peptique, que ça fait pleurer l'enfant pendant des heures et que sans jamais ça sort de la bouche, ça c'est, avec exception que tout existe en médecine, ça n'existe pas. C'est difficile à croire que c'est quelque chose qui est courant. OK. Monsieur, vous nous avez dit que les épaississants ont la même efficacité. Mais est-ce qu'ils sont aussi bien tolérés les uns que les autres? Ils ont chaque leur avantages et désavantages. Je crois que celui qui est probablement le mieux étudié et le plus utilisé, c'est la caroupe, qui a comme avantage qu'il est fermenté et que donc en même temps c'est un prébiotique et qu'il stimule le développement d'une flore riche en bifidobactéries. De l'autre côté, comme c'est un prébiotique, un effet secondaire, c'est que ça donne des gaz et des crampes et des coliques et des selles liquides chez quelques nourrissons. Les autres épaississants contiennent souvent des calories, ce qui n'est pas recommandé à faire. Donc, ils ont chaque leur pour et leur contre. Mais point de vue efficacité, il n'y a pas eu évidemment pas eu d'études comparatives faites. Il n'y a pas d'études randomisées. On a comparé 2-3 épaississants et voir dans la même population lequel était le plus actif. Mais si on analyse les données de la littérature, souvent les critères d'inclusion sont plus ou moins les mêmes. Et le résultat, l'amélioration est quand même très comparable de toutes ces études. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de différence nette en efficacité de tous les épaississants. OK. Un médecin nous demande, a-t-on le droit de faire un test avec les IPP? Je dirais ma réponse pour la Belgique ou pour l'Algérie sera différente. Pour la Belgique, je dis non, parce qu'on a des moyens autres de diagnostic, parce qu'on a pH-métrie, on a impédance, et donc je crois que c'est beaucoup mieux d'avoir un diagnostic avant de commencer à traiter, parce que c'est pas recommandé à faire non plus, puisque on dépend de l'interprétation de la mère. Mais dans vos conditions, c'est souvent la seule chose que vous pouvez faire, c'est essayer pendant 2 semaines et voir si ça améliore la situation ou pas. Et je crois alors que le message doit être, si on fait un essai avec des IPP,
Si après 2 semaines, il n'y a pas d'amélioration, moi je dirais il ne faut pas commencer à doubler ou ajouter encore autre chose. C'est que ce n'est pas ça et qu'il faut arrêter. Et de l'autre côté, avec tous les effets secondaires des IPP, après quelques semaines, alors, il faut essayer d'arrêter et voir si c'est nécessaire de continuer et pas continuer pendant 6 mois sans avoir essayé après 6 semaines, 8 semaines, si ça ne va pas mieux en arrêtant les IPP. Dans votre situation, je crois que c'est acceptable de faire un essai. OK. On nous parlait des mesures hygiéno-diététiques à faire pour le nourrisson qui a un RGO. Est-ce qu'elles sont toujours de mise? Est-ce qu'ils sont toujours? Utilisées. Oui. OK. La dernière question, je crois. Est-ce qu'il y a un probiotique qui est plus utilisé que les autres, qui est plus efficace que les autres? Et est-ce que tous les IPP se valent? Deuxième partie, tous les IPP, je crois, se valent. La dose est un peu différente. Dans le dernier papier de consensus qu'on a publié là en 2019 de l'ESPGHAN et de la Société nord-américaine, il y a un tableau avec tous les différents dosages, mais ils se valent. Et la première question était, entre-temps, j'ai oublié ça. La souche. La souche de probiotiques, oui. Je crois que la seule souche de probiotiques qui a été étudiée pour le reflux, c'est le Lactobacillus reuteri. OK. Oui. OK. La question pour la chirurgie, est-ce qu'elle est vraiment efficace et a-t-elle des complications? Mais tout ce qu'on fait a des complications, mais en général, c'est quand même une chirurgie qui est maintenant bien tolérée et qui est beaucoup moins invasive qu'il y a 20 ans, quand elle est faite par la laparoscopie et tout ça. Et je crois que l'indication de la chirurgie, c'est l'enfant qui dépend de traitement par IPP. Si vous traitez pendant longtemps et que chaque fois que vous arrêtez, l'enfant rechute, je crois alors que c'est mieux d'essayer de faire quelque chose à la cause. Et l'enfant qui ne répond pas au traitement avec les inhibiteurs d'acidité, et l'enfant qui a fait un incident grave à risque de vie, mais ça c'est aussi très exceptionnel. Donc c'est surtout le reflux chronique chez l'enfant, pour le reste en bonne santé, qui dépend de traitements médicamenteux où c'est mieux de faire quelque chose à la cause, et les enfants neurologiques et les enfants avec un reflux sévère dont on sait que ça ne va pas s'améliorer. Doit-on faire un ECG avant de prescrire Domperidone ou il est inutile de prescrire ce médicament? Si j'ouvre mon parapluie, je dois dire oui. Il faut faire un ECG avant et après 2-3 jours. Ceci étant dit, il n'y a personne qui a vu une complication qui est clinique relevante. C'est-à-dire, on mesure parfois une petite prolongation de l'intervalle QR, mais il n'y a aucun enfant rapporté dans la littérature qui est décédé à cause du motilium. Comme c'était le cas dans le temps pour le cisapride, l'effet cardiaque est juste le même. La même chose est vraie pour l'érythrocine. Ou même si on donne l'érythro comme antibiotique, il n'y a personne qui fait un électrocardiogramme. Mais l'effet sur le rythme cardiaque ou le risque est exactement le même. Donc, je dirais juridiquement oui, scientifiquement oui, en clinique de tous les jours, c'est pas très utile. OK, c'était la dernière question. Dr. Khaled, tu n'as pas de questions? Non? OK, merci beaucoup. Monsieur le prof, Merci à vous. merci à vous. C'était un grand plaisir et désolé d'avoir été un peu en retard. Aucun problème, monsieur. Au revoir. Encore merci. Bonne journée. Au revoir.